Les Ondes de Limo, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo. Bienvenue à toutes et tous, aujourd'hui nous allons parler international. Acheter un bien immobilier en France quand on est étranger. Mais au fait, qui sont les clients étrangers souhaitant acquérir un bien immobilier en France? Pourquoi le font-ils et quel type de bien recherchent-ils? Nous nous attarderons ensuite sur les difficultés que les clients étrangers rencontrent. Ce sont des difficultés juridiques, bancaires, culturelles, avec toujours à l'esprit la nécessité de proposer des solutions et de trouver des points d'amélioration grâce à nos professionnels et pour ces clients qui nous font l'honneur de venir dans notre pays. Avec nous dans ce podcast que nous enregistrons à Cannes, 3 experts. Robert Anthony, qui est expert comptable en Grande-Bretagne, Sir Financial Planner en France. Robert Anthony est aussi associé d'Anthony & Company et il a enseigné à l'université. Bonjour Robert. Bonjour, oui, j'ai enseigné en fiscalité internationale et je suis ravi d'être parmi nous. Bienvenue Robert. Avec nous également Jean-Sébastien Vacon, notaire à Mandelieu-la-Napoule, notaire très investi dans la formation. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Dans quel domaine et où enseignez-vous? Alors, en fait, j'enseigne dans le cadre de la formation interne au notariat, principalement dans la vente immobilière, régime juridique, urbanisme, construction, principalement. Et enfin, André Périssel, qui est président du groupe Étoile Pradimo. Il exerce le métier d'agent immobilier, notamment à Paris et Marseille. Bonjour André. Bonjour Anne-Sandrine, et je suis également président du World Property Business Club. Nous avons fait les présentations, à nous maintenant de remplir nos promesses. Place au premier point, la clientèle étrangère en France. André Périssel, qui sont les investisseurs étrangers en France ? Alors il faut distinguer dans les investisseurs étrangers en France ceux qui investissent dans les locaux industriels et commerciaux et puis ceux qui investissent dans le résidentiel. La France, depuis 2019, est la première destination en Europe pour les investisseurs industriels et commerciaux et les entrepôts, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. La France présente de réels avantages depuis 3 ans et 7% des investisseurs étrangers pensent que l'attractivité de la France s'améliorerait d'ici à 2025. Donc c'est un créneau important pour toutes les entreprises et les agents qui font de l'immobilier d'entreprise. Et ensuite, il y a l'investissement des étrangers dans le résidentiel. 6% des transactions immobilières en France dans l'ancien sont réalisées par des étrangers non résidents ou résidents et des expatriés. Depuis 3 ans, ce sont en moyenne 60 000 transactions immobilières, 6% d'un million de transactions immobilières, qui sont réalisées en France dans l'ancien. Et donc, c'est un chiffre important. On peut voir aussi les choses autrement et avec des mots-clés, parce que Robert Anthony, en préparant le sujet, vous m'avez dit, c'est simple, c'est neige, mer, campagne et vin. Oui, je pense, qu'est-ce qu'elle a dit André, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas oublier les fonds d'investissement qui sont très actifs dans les investissements, mais c'est 2 marchés très distingués. Et quand on va dans le côté action, aussi ça c'est très distingué, parce qu'on a les niveaux de taille de dossiers qui sont complètement écartés entre 2 cibles. Le dossier moyen et le dossier très important. Et donc on peut avoir les gens qui achètent dans le petit de quelques centaines de milliers d'euros, mais si on va à Paris et le Côte d'Azur, bien on retrouve difficilement moins de 500 000 euros d'une certaine taille. Maintenant, qu'est-ce que c'est les critères de beaucoup de ces gens qui investissent? C'est la neige, qui est bien sûr le ski ou les montagnes. La terre peut aussi être vignoble à la campagne. Et la mer, le ski nautique est une des choses, les raisons que la Côte d'Azur il est tellement important, parce qu'on peut nager le matin et skier l'après-midi dans la même journée, et qui était un peu unique, 1h30 de la mer, de faire 2 formes de ski dans la même journée. Donc, les étrangers, cependant, souvent peuvent avoir plus d'une maison s'ils sont suffisamment aisés. Ils peuvent avoir un dans les montagnes et ils peuvent avoir un à côté de la mer. Et il faut comprendre, ça arrive de beaucoup de nationalités différentes. C'est pas le Britannique historiquement
depuis les années de Victoria. La raison, on a le promenade anglais et le route de Grande-Bretagne, etc., sont une histoire, mais aussi les Russes. On a les églises russes, il y a une grosse communauté russe, plus de 300 000 Russes dans le sud de la France seul, le genre de l'Europe de l'Est. Donc, tous ces gens-là, ils ont les objectifs, les cultures différents. Et les gens à la France, c'est pas parce qu'il a tous pour, avec le champagne, la mode et le bon vin, mais en même temps, il y a les raisons aussi, c'est la qualité de vie. Et pour ça, la France, en 2021 et 2020, était votée le numéro 1 pays d'investissement de l'Europe. Oui, qualité de vie. Jean-Sébastien Vacon, vous qui êtes proche de la culture italienne, qu'attendent les clients italiens ? Bon, les clients italiens sont souvent ici simplement effectivement pour rechercher une résidence secondaire en règle générale. Souvent pendant longtemps un investissement immobilier, mais vraiment l'objectif principal, oui, pour le client italien, c'est plus la résidence secondaire sur le secteur français. Ça peut paraître étonnant pour un Italien de venir en France. Oui, mais on a souvent une clientèle relativement proche de la frontière en plus, qui préfère venir passer de l'autre côté et arriver dans les Alpes-Maritimes pour passer un bon séjour et avoir une résidence secondaire sur Cannes et alentour par exemple. Des fois très proche de la frontière, sur Menton-Roquebrune. Et on a aussi une clientèle assez importante italienne qui arrive de la région milanaise. Et ils aiment la fiesta à Saint-Tropez. Ils ont le centre de toutes les parties là-bas. C'est certain. Et Robert, est-ce que les Anglais, à cause du Brexit, vont encore pouvoir venir faire la fête en France ? Ah, si. J'ai un client qui me dit rien qui va l'empêcher. Mais il faut aussi comprendre une chose. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, il est un pays de multiculture, multinationalité. Donc beaucoup de gens du Royaume-Uni ne sont pas britanniques. Moi, j'ai les clients pakistanais, j'ai les clients hindous, chinois, russes, qui tous vivent au Royaume-Uni. Donc c'est même plus compliqué avec Brexit. Parce qu'avant, ces gens-là, qui n'ont pas de nationalité du Royaume-Uni, pour revenir sans problème, maintenant, ils ont l'obligation d'arranger le droit d'entrer dans la France. Donc, c'est bien compliqué. Mais oui, le Royaume-Uni en Brexit, la chose à dire, c'est que si on prend une maison de campagne en France, c'est donné en comparaison de certains pays ailleurs d'Europe. Donc, en Normandie, les châteaux recommencent à la mode. Même, je pense qu'ils n'ont pas compris le coût d'entretien, mais ils vont le trouver. Et ça va être court terme, je pense. Mais la chose, il est que les Britanniques installent près de Toulouse, près de Bordeaux, et les Britanniques viennent de faire le mariage, on croit, en Saint-Émilion, géré par les Britanniques et les traiteurs britanniques pour célébrer en France. Donc, ce n'est pas simplement la France, il est un pays pour la maison secondaire, c'est un pays pour le mariage. Et j'ai un client récemment qui a acheté un moulin. Son premier mot est « Où est-ce que je peux faire le mariage dans mon vignoble ?» Donc, la France, oui, la France, c'est un pays fabuleux de vivre. Et eux, ils réalisent, et franchement, on s'en fout de Brexit, on s'en fout de le franc et l'euro, parce qu'à la fin, ces choses vont dans le passé. Et l'importance de savoir vivre, et France, il a tout ça, et n'importe quel gouvernement, n'importe quel pays, n'importe quelle politique, on va continuer, je pense, oui. Oui, mais on va quand même revenir à une question beaucoup plus pragmatique. Je vais la poser à vous trois. Quelles compétences ces clients étrangers attendent-ils des professionnels, de façon générale ? Ça, je ne sais pas des autres, mais je pense André et Jean-Sébastien vont avoir un point. Ben, ça dépend vraiment, vraiment sur l'origine de la personne. S'ils sont suisses, ils veulent absolument un conseil indépendant et un soutien. S'ils sont britanniques, si c'est une valeur d'une certaine valeur, ils veulent un soutien réel. Si c'est beaucoup de ces nationalités romaniennes, même Afrique du Nord, de temps en temps, ils ont besoin. Jean-Sébastien et moi, on a traité un dossier ensemble. Ça, et l'homme est tenu de ce soutien. Mais si on est un franco-français, lui, il connaît tout, parce qu'il ne veut pas payer pour un conseil. C'est vrai que le client étranger va surtout rechercher un accompagnement, une écoute, parce qu'on va être dans le cadre d'un dossier où il ne maîtrise pas le système juridique du pays dans lequel il achète.
Donc à partir de là, il faut beaucoup d'écoute, il faut beaucoup d'explications. On est souvent confronté aussi à la barrière de la langue, donc ce qui nécessite souvent de faire intervenir un interprète, etc., pour être certain que les éléments ont bien été compris. Et au-delà de ça, le client a également besoin de conseils, encore une fois, lorsqu'il est étranger, sur tout ce qui est question fiscale, question modalité d'investissement, stratégie patrimoniale, transmission familiale, etc. Donc on est souvent amené à les guider pour que derrière, quand ils décident ou pas de revendre leur bien immobilier 3 ans, 5 ans ou 15 ans après, ils ne soient pas confrontés à des problèmes de plus-value ou à des problèmes de transmission successorale s'il y a un décès, et que les conséquences pécuniaires soient néfastes pour leur investissement. Mais est-ce que, Jean-Sébastien, tu trouves qu'il y a certaines nationalités qui voient les choses différemment des autres? Par exemple, quelqu'un de les Pays-Bas ou un Russe. Un Russe, est-ce qu'il a besoin d'être accompagné avec les gens comme nous, indépendants? Est-ce qu'un Français, il va être accompagné avec un Français indépendant? Peu probable. Donc, est-ce que tu peux élucider un peu pour nos lecteurs pour différencier le style de nationalité et leurs besoins? On a souvent un accompagnement extérieur dans le cadre de l'investissement par certains étrangers, notamment des pays comme la Russie ou les pays scandinaves, qui vont apprécier d'avoir un soutien interne. En dehors de ça, sur une clientèle par exemple italienne ou autre, il est relativement rare qu'on ait besoin d'avoir un avocat ou qu'il y ait un notaire extérieur qui soit présent. Sauf le cas où les clients sont amenés à ne pas se déplacer, auquel cas on a la possibilité de passer via un professionnel étranger, confrère italien par exemple ou dans un autre pays, qui va recevoir ses clients, recevoir la procuration et donner des explications dans la langue concernée. Oui, mais je donne une illustration d'hier. J'ai un avocat en Italie qui m'appelle et dit « J'ai une cliente avec un appartement à Paris. Robert, elle veut passer l'appartement à son fils. Est-ce que tu as la meilleure manière de faire ?» Alors, cette cliente ne connaît pas le notaire en France. Elle a cet appartement depuis 20 ans. Donc, elle vient à nous en intermédiation pour coordonner. Est-ce qu'on fait un démembrement? Est-ce qu'on fait une donation? Qu'est-ce que c'est le coût de le nombre de démembrement? Est-ce qu'on doit faire une expertise de bien? Moi, je te donne ce dossier. Est-ce que tu vas juste passer à le fils ou est-ce que tu vas demander une expertise? Une expertise, pas forcément. On va demander peut-être une analyse effectivement plus complète du dossier. Mais il y a tellement de questions qui se posent à ce moment-là qu'il est pas envisageable de régulariser l'acte de vente sans avoir une étude complète du dossier. Combien la personne a d'enfants? Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui en termes de fiscalité de transmettre? C'est une donation. Un achat donc en donation, il n'y a pas de plus-value en donation. Non, en plus-value non, mais après, dans l'actif d'une future revente éventuelle du bien immobilier entre la mère par exemple et son fils, si l'achat a été fait en démembrement, il y aura de réelles questions qui se poseront. En cas de décès, pareil, de la mère, le fils recevra le bien dans le cas successoral. Il y aura un impact aussi si jamais il revend le bien immobilier postérieurement. Mais donc, ça, c'est un client italien que tout tu à me fait. dis, ils n'ont pas besoin de conseils. Et là, j'ai un exemple exact avec un Italien qui veut de conseils. Ah, ils ont tous besoin, je suis d'accord, mais je veux dire par là, ils ne font pas forcément intervenir un conseil extérieur pays selon les nationalités en fait. Encore une fois, dans des pays comme la Russie ou autres, c'est bien souvent, on peut avoir un avocat en face qui va contrôler les éléments, etc. Avec une clientèle italienne, je constate qu'il y a moins d'intervention à ce niveau-là. Mais je trouve une autre chose, je ne sais pas André, dans tes transactions si tu le trouves, c'est que souvent on a un conseil en étranger qui n'a pas le savoir-faire local. Et nous trois ici, sommes les gens en France. Et moi je pense que c'est impératif que cet étranger, il a vraiment à jour avec quelqu'un qui connaît qu'est-ce que se passe sur place. Est-ce que tu as cette expérience? Nous, en France, c'est important d'avoir le réseau entre l'agent immobilier, l'avocat, le notaire et éventuellement le correspondant dans le pays du client. Donc, oui, tout à fait, c'est important d'avoir un réseau et d'offrir un service complet entre le juridique, le commercial et la technique. Mais moi, juste une chose, je voulais dire, parce que j'aime pas ce mot avocat. Je m'excuse, j'ai rien contre les avocats. Mais nous, je suis adhérent du Conseil de gestion de patrimoine, le CNCGP. On est tout à fait dans le droit de faire juridique assisté pour la gestion de patrimoine, qu'on fait le crédit et la gestion immobilière en family office. Donc j'aime bien encourager cette idée
qu'une agence immobilière automatiquement doit intervenir un avocat. On est le gestionnaire de fortune qui est sous intermédiation, on est réglementé en France et je veux vraiment passer le message pour mes confrères, pense de la CNCGP, pense de le CIF et pense de le juridique assisté et pas simplement avocat. Oui, et surtout professionnel établi en France et vraiment au contact de la situation française. On l'avait dit en commençant, les clients peuvent rencontrer des difficultés pour mener à bien un projet immobilier en France. Et il y a des difficultés juridiques, bancaires et culturelles. Je pense, Jean-Sébastien Racon, à des notions comme offre d'achat, promesse d'achat, compromis. C'est qu'on pour un client étranger de découvrir cette réalité juridique-là, non ? Tout à fait, d'autant plus que chaque dossier de vente, ou acquisition, selon du côté lequel on se place, est toujours articulé à peu près de la même façon en France, avec les visites de biens immobiliers, avec l'émission d'une offre, l'acceptation d'une offre, tout est assez réglementé. Ensuite, nous avons la signature de l'avant-contrat, où le client va être confronté à un choix entre un compromis de vente, qu'on appelle également une promesse synagmatique, ou une promesse unilatérale de vente, dont les enjeux et le fonctionnement sont complètement différents. Certains frais d'enregistrement liés à la promesse de vente, la constitution d'un dossier, des vérifications d'usage par le notaire, seulement pour arriver, en règle générale, avec 3 mois à peu près de délai, à la signature de vente. Ce qui n'est pas toujours facilement perçu par la clientèle étrangère, dans le sens où, selon les pays, la rapidité d'une transaction est très variable. Est-ce que vous avez des exemples ? Des exemples concrets avec une clientèle étrangère qui achète, oui, on est souvent... Le principal problème va arriver à se poser pour nous au moment de la signature de l'avant-contrat, où les soucis rencontrés sont systématiquement les mêmes. Barrière de la langue, impossibilité de se déplacer, alors d'autant plus avec la situation sanitaire qu'on a connue depuis 1 an et demi. Et ensuite, l'explication du client qui ne comprend pas pourquoi c'est aussi long, souvent pressé de réaliser son achat, qui ne comprend pas qu'il faut passer par le biais d'un avant-contrat, qui pour lui d'ailleurs est un véritable contrat, parce que souvent il est extrêmement conséquent et la majorité des problèmes sont réglés à ce stade-là. Et derrière, il va solliciter beaucoup d'explications, puisqu'effectivement, il ne connaît pas le système juridique dans lequel il achète. Je peux demander, Sandrine, une question à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, on a le notaire à Paris, qu'on respecte bien entendu, et on a le notaire dans le sud de la France, les 2 meilleurs marchés de l'immobilier. Ils n'ont pas toujours le même critère, ni en frais de copropriété et syndic, ni en compromis et promesse de vente. Toi, Jean-Sébastien, tu es notaire dans le sud de la France. Est-ce que tu peux éclaircir ce mythe que je et nos écouteurs peuvent comprendre la différence entre vous deux, parce que je suis un peu largué moi-même. Ouais, il y a eu pendant longtemps, en fait, il existe principalement deux avant-contrats, qui est le compromis de vente et la promesse unilatérale de vente. L'enjeu aujourd'hui est simplement que la promesse unilatérale de vente génère un droit d'enregistrement de 5 € que le ne génère pas. Au-delà de cet impact financier, il est vrai que traditionnellement, dans certaines régions plus au nord de la France, on a souvent plus utilisé la promesse unilatérale de vente plutôt que le compromis. Mais en réalité, aujourd'hui, cette distinction n'existe plus. A-t-elle vraiment existé ? Voilà, c'est quand même relativement variable. L'impact, si vous voulez, c'est une histoire de présentation et d'appréhension des choses. Celui qui va préférer faire une promesse unilatérale de vente va avoir une meilleure maîtrise du délai de contrat. C'est-à-dire que si le dossier va mal, si jamais le client acquéreur prend du retard, si le prêt n'est pas obtenu à la bonne date, etc., le dossier comporte une date butoir, et passé cette date, le dossier s'arrête. Lorsque nous sommes dans un compromis de vente, même si aujourd'hui, notamment la réforme des contrats, il y a quelques années, a apporté beaucoup de réponses, la maîtrise du délai est moins forte, dans le sens où on va avoir une date prévisionnelle de signature, mais qui n'est pas véritablement, dans l'absolu, une date butoir, qui ne va pas faire arrêter le contrat le jour J. Donc c'est vraiment une question de présentation des choses, mais encore une fois, les deux avant-contrats répondent parfaitement à la demande juridique. Et les frais de copropriété ? Alors les frais de copropriété sont pas liés, par contre, là pour le coup, au notaire. Là, nous, ça ne nous concerne pas, encore une fois. Mais on a ce problème à Paris de vote, et le sud de la France de vote, où il y a quelques notaires qui considèrent les frais sont obligés de payer par le vendeur à Paris, et certains dans le sud de la France considèrent que c'est l'acheteur. Donc je voulais juste voir si vous avez eu ce problème dans le passé. La règle traditionnelle, dans la grande majorité des actes de vente, à quel principe, c'est que les frais sont payés par l'acquéreur.
uniquement. Alors, il existe des modalités pour avoir des frais Non, je pris parle en pas de charge. frais de notaire, Oui, je parle de d'accord. frais de copropriété. Bah, pour la copropriété, Voté ou pas voté. Il y a Voilà. la partie juridique, c'est-à-dire que si les travaux sont votés, ils sont à la charge du vendeur. Mais ce qui est peut-être difficile à comprendre pour les étrangers, c'est que malgré tout, les travaux sont remboursés par l'acquéreur au vendeur. non, Robert n'a pas tort, c'est vrai, sur cette approche concernant la copropriété. Je vois maintenant où tu veux en venir. Il est vrai, et là c'est pareil, c'est pas une question d'être notaire ou d'exercer dans une région ou une autre région. La vérité, c'est qu'il y a des textes légaux qui prévoient, sans rentrer dans le détail encore une fois aujourd'hui, mais qui prévoit que les charges de copropriété sont payées par le vendeur à partir du moment où l'appel de charge a été fait pour le trimestre, et que concernant les travaux sont payés par celui qui est propriétaire le jour où le syndic fait l'appel de fonds. Alors, ce qui n'est pas toujours évident à comprendre, c'est que pour des raisons d'équité, bon nombre de praticiens, que ce soit les agences immobilières ou les notaires du reste, vont prévoir un prorata temporis sur les charges, pour dire chacun paye ses charges à partir du jour où il est propriétaire. Un peu comme il est procédé à la taxe foncière. C'est l'équité. En matière de travaux, il y a deux approches. Certains vont considérer que les travaux, dès lors qu'ils ont été votés avant la signature, c'est le vendeur qui doit les payer. Ça se discute. Effectivement, ils ont été votés, il les paye. Pour d'autres, la question va être de considérer que les travaux ont été votés, mais ils n'ont pas été réalisés. Je prends l'exemple d'une façade. La façade a été votée, et qui va profiter de la façade nouvelle ? Qui va profiter de la plus-value une fois que la façade aura été refaite sur la valeur de son bien immobilier ? C'est l'acquéreur. Donc pour certains, il y a une logique que l'acquéreur paye. Mais tout ça, encore une fois, il y a des textes légaux qui ne sont pas impératifs. Ces textes ne sont pas impératifs. On peut y déroger. Et c'est une question de négociation entre les parties. Et en règle générale, après explication, le notaire appliquera ce qui a été convenu entre les parties. D'où la nécessité absolue d'avoir des professionnels qui soient et communicants et persuasifs. Parce que sinon, je suppose que derrière, on a des contentieux qui auraient pu être évités. Bien sûr, des contentieux et des incompréhensions quand les clients viennent expliquer qu'ils n'ont pas reçu les bonnes informations au bon moment. Je termine sur un point, c'est que au-delà de l'intervention du notaire au moment de la vente, il ne faut pas perdre de vue non plus qu'au niveau intermédiaire, donc agence immobilière, bien souvent, le notariat récupère des dossiers où les avant-contrats ont déjà été signés. Et qu'à partir du moment où l'avant-contrat a déjà été signé, il comporte en règle générale déjà les règles qui ont été fixées concernant les charges et les travaux. Et il est trop tard après pour changer, puisque la vente est parfaite à partir du moment où le compromis est signé. Donc c'est dès le départ que les choses doivent être vues et dès la signature de l'avant-contrat. André, toi tu es syndic dans les deux, le sud de Paris. J'allais venir parce que vous avez parlé un Syndic petit à peu de Paris la et Marseille, copropriété. On sait que le droit de la copropriété en France est particulièrement complexe et je dirais même que la manière de vivre des Français en copropriété est même très particulière, je dirais. Comment est-ce qu'on peut accompagner un copropriétaire étranger et l'amener à bien comprendre comment ça marche et donc à mieux vivre avec ses voisins ? Alors, dans les copropriétés, chez les étrangers, j'ai beaucoup de Britanniques, donc ils comprennent assez bien le système français. En Grande-Bretagne, Ils sont parfaits, les Britanniques. En Grande-Bretagne, la copropriété fonctionne. Vous avez beaucoup de chance, André. J'ai beaucoup qui ne comprennent rien. Écoute, les miens, ils comprennent, c'est qu'on doit bien leur expliquer au départ. Et en Grande-Bretagne, la copropriété fonctionne comme une SARL. Et donc ça se rapproche un peu de la France. J'ai peu d'Italiens ou d'autres nationalités dans mes copropriétés. Je dirais que les Britanniques sont assez dînés, ils comprennent bien la loi, ils accèdent à leur extranet, ils vont lire les documents. Voilà, ça se passe relativement bien avec les Britanniques. Après, j'ai pas d'exemple sur d'autres nationalités, italiens ou russes. Peut-être toi. Vous avez la chance. Je crois qu'il y a des nationalités qui... Si j'ai quelques Italiens, ça se passe bien aussi. Bon, mais c'est à Paris, peut-être que... Oui, le Russe, ils ont l'habitude de ne pas payer le charge. Ah rien du tout. Non, mais là, nous, les Russes ou pas Russes, il faut payer les charges, et, on les met au contentieux. Oui, mais le contentieux pour et l'encaisser, c'est deux problèmes différents. Oui, mais le bien est en France, on a toujours possibilité d'une saisie et de... Oui, mais c'est triste d'arriver là, quoi. C'est dommage d'en arriver là. D'autant que si les problèmes de non-paiement des charges ne se posaient qu'avec la clientèle étrangère, ce serait bien connu. Hein. Je ne pense pas que ce soit véritablement une question de nationalité. La clientèle étrangère minoritaire et on a assez peu de problèmes de règlement de charges. Mais essentiellement, je pense aussi que ça dépend de la taille de la valeur du bien. Quand c'est un petit bien, c'est plus simple d'un bien qui vaut beaucoup d'argent. Est-ce que les syndics sont assez bien armés
pour répondre aux besoins de leurs clients étrangers. Je pense par exemple aux outils digitaux, parce que les clients étrangers n'habitent pas forcément dans le bien qu'ils viennent d'acheter. Est-ce qu'on leur offre assez de services ? Je pense que tous les syndics sont équipés d'un extranet. Alors, effectivement, c'est pas traduit en anglais. Les Britanniques qui achètent en France ont une tradition de langue anglaise, donc ils comprennent assez bien le français. Ils arrivent à lire en français. Ils parlent français, donc voilà. De quoi aurait-il besoin ? Avec la visio, les assemblées générales en visio, ils peuvent se connecter de Londres ou de n'importe quel pays pour assister à l'assemblée générale. La lettre recommandée pour les convocations d'assemblée générale et la notification des procès-verbaux. Voilà, depuis plusieurs années, tout est fait pour que, à distance, on puisse être à même de connaître le fonctionnement de sa copropriété et de participer aux assemblées générales. Donc, oui, je pense qu'on est assez bien équipé de ce point de vue-là en France. On s'est d'ailleurs formidablement amélioré avec la crise du Covid, j'ai l'impression. Et bien voilà, du Covid, réunion de conseil syndical en visio, assemblée générale en visio, le vote par correspondance aussi, Mais ils sont actifs. Par exemple, vous avez les Britanniques qui reçoivent tous les documents français. Est-ce qu'ils donnent les points pour l'agenda ? Est-ce qu'ils votent proactivement ou est-ce qu'ils sont silencieux ? Ils sont assez proactifs et ils participent dans nombreux cas au conseil syndical. Ils sont très proactifs, tout à fait. Ils aiment bien participer à la vie de la copropriété, peut-être plus que les Français. Des difficultés, eh bien finalement tous les acheteurs en rencontrent quand même. On ne va pas seulement parler des acheteurs étrangers. Nos experts ont souhaité rendre le ciel un peu plus clair aujourd'hui et nous allons donc évoquer les points que notre législateur pourrait améliorer. La première question, elle sera pour Jean-Sébastien Vacon. Quels sont, selon vous, les points de notre législation qui devraient être impérativement réformés pour mieux accompagner les clients étrangers acheteurs en France ? Je ne sais pas si la solution passera par une réforme au niveau du système juridique pour mieux les accompagner. Je pense surtout que ce serait plus au-delà du système français. Je pense que ce serait peut-être simplement, c'est vrai que c'est simple, une meilleure coopération, j'ai envie de dire, peut-être entre les différents États, et un accès peut-être plus simple, que ce soit pour le notaire, professionnel au sens général en France, à l'accès à certaines informations sur leurs clients acheteurs. Alors bien évidemment, personne physique, bon jusque-là c'est relativement simple, récupérer les On parle de KYC là ou quoi exactement ? Non, mais principalement, par exemple, je vois au niveau des acquisitions avec des sociétés étrangères, sur lesquelles on a besoin d'effectuer certaines vérifications, que la société soit en position d'acheteur ou de vendeur, notamment sur le contenu de ses statuts, qui sont rédigés en langue étrangère, sur l'absence de registre international des faillites, pour être certain que la société... Oui, mais ça c'est le but d'avoir les gens comme nous qu'en intimidation. Tout à parce fait. qu'on a accès de tous ces greffes. Donc une meilleure coopération, soit interne à l'intérieur du mais pays, on a les effectivement. gens locaux ici en France qui sont capables de faire ça. Et que le notaire en flex de travailler suffisamment en équipe. Alors, sauf que certains documents, encore une fois, je dis bien certains documents, doivent, à partir du moment où ils proviennent de l'étranger, doivent être apostillés. Ah, ça c'est une autre chose. Si on a dit l'authentification document peut être simplifié, ça c'est un très valide point. Bon, il est vrai que sorti de cette difficulté des fois à récupérer certaines informations, l'extranéité dans un dossier de vente n'est pas forcément synonyme de difficulté à récupérer, à monter le dossier, etc. D'autant que fiscalement, je laisserai peut-être plus la parole à Robert sur le sujet, mais fiscalement, l'acquisition par un étranger, en termes de droit d'enregistrement notamment, ne va pas impliquer de variables, qu'on soit français ou non résident. Dans le cas d'une société, par contre, il y a beaucoup plus de difficultés qui se posent, et là, je vais laisser le spécialiste de la question aborder ce point. Je crois qu'il va dire beaucoup de choses. Oui, on a beaucoup de choses à dire. Le numéro un problème aujourd'hui, c'est la provenance de fonds, même pour vous. Parce que vous avez une responsabilité pénale, et nous, on a une responsabilité pénale, et même l'agence André. Bien sûr, l'agent immobilier, tout à fait. Donc, le problème avec les étrangers, c'est la provenance de fonds. Et pour faire où il arrive cet argent, et il y a les familles en Suisse qui ont hérité depuis 30 ans, on a beaucoup de mal à évidencer la provenance de fonds. Parce qu'on peut faire une vente, mais si on ne peut pas payer la vente, parce que vous, André et moi, on est embêtés, ça veut dire que ça casse la vente. Donc, la provenance de fonds, c'est un énorme problème.
Deuxième, donc KYC, provenance de fonds, sur le client lui-même. Et avec Google, tellement beaucoup il y a le false news, comme il dit Trump, en Google, qui n'est pas juste, que c'est très difficile avec les banques. Parce que le moment où la banque voit une information sur Google, même si c'est vrai ou pas vrai, le problème de réputation, il refuse le client. Donc on a un problème d'ouverture de compte de banque, même pour les gens de Europe. Malte, qui est une partie de la communauté européenne, les banques françaises ne veulent pas les Maltaises. Maintenant, les banques italiennes ne veulent pas les Irlandais. Ils ne veulent pas un Irlandais en banque italienne. Donc, on est vraiment dans la difficulté. Et après, on a le système français qui est très compliqué pour l'ouverture de compte de banque pour les Russes, pour l'Azerbaïdjan, les pays de l'Est, les Ukrainiens, et on a la Banque de France. On a un système un peu à l'envers, la Banque de France. Il dit, on ouvre un compte pour vous si vous faites un refus par une banque. Donc la banque sait très bien s'il fait une lettre de refus, la banque va leur demander d'ouvrir le compte. Donc il refuse de faire la lettre de refus. Donc on fait le cœur qui chasse la tête de le chien, parce qu'on ne peut pas avoir la lettre, on ne peut pas ouvrir. Donc on a besoin de changer la loi à la Banque de France, que la Banque de France dicte une banque pour une ouverture de compte, soit personnelle ou soit société. Sinon, même un client qui n'a aucun problème ne peut pas ouvrir un compte de banque. Après, on a un problème fiscal. On a un système ridicule avec la société civile immobilière. Si on loue meublé, il vient sous le régime de IS. Donc, on a les énormes contrôles fiscaux pour les clients qui sont en difficulté financière, qui veulent louer le bien, et quand ils louent le bien meublé, le fisc fait un rendement fiscal. Je trouve c'est aberrant de ne pas moderniser la loi, de dire une société civile peut louer meublé. Parce que tous les étrangers montent parce qu'ils ont conseillé la société civile. Au moment donné, ils pensent de ne pas louer. Et plus tard, ils décident de louer et puis ils se trouvent dans la difficulté. Donc ça, c'est 2-3 petites choses que je considère où on a besoin de moderniser et actualiser. Après, on a un autre problème avec les affaires. On a les gens qui veulent exploiter les petits terrains agricoles, mais pas de normes. Ils demandent un diplôme agricole pour exploiter un terrain agricole. Et après, il y a une annuité dans chaque département avec la SFR s'ils considèrent c'est nécessaire ou pas nécessaire. Pour le petit exploitant qui est quasiment autre entrepreneur, d'avoir cette histoire de diplôme agricole, c'est ridicule aussi. Donc je pense qu'il y a un besoin de moderniser et actualiser. Et dernière chose que je l'ai dit, il y a un énorme problème en France avec les contrôles fiscaux en IFI. Dans le contrôle fiscal en IFI, on contrôle les gens qui déclarent et on ne contrôle pas les gens qui ne déclarent pas. Et je n'arrive pas à comprendre. Si on prend Villefranche et Cap-Ferrat, on a les biens qui vaut beaucoup d'argent, sans dette, en famille, où il ne fait aucune déclaration IFI. Et après, on a les gens dans le même endroit, au local, qui déclarent réellement. Après, ils ont contrôlé, pour une raison quelconque, que les impôts considèrent que la déclaration est faussée. Je ne suis pas à dire il est faussé ou non, il est juste ou non, mais je pense qu'il est mal ciblé, un pays qui contrôle les gens qui déclarent et qui ne contrôle pas les gens qui ne déclarent pas. Et je pense, si on commence à concentrer sur les tailles hypothécaires et les grosses propriétés tenues qui n'ont aucune déclaration de IFI, même que je n'aime pas IFI, je pense qu'il faut être supprimé, c'est une autre histoire. C'est pas mon travail, mais on est où on est aujourd'hui. Et si on en est, on doit faire les choses en diligence correctement. Donc moi, je dis deux choses. Il faut moderniser, il faut cibler correctement. Et la France, c'est le numéro 1 pays mondial de tourisme et investisseurs en immobilier, maison secondaire. Pourquoi dissuader le multimillionnaire qui achète par acharnement en contrôle fiscal, plutôt de les points ciblés et encourager les gens d'investir? Pour moi, ça c'est ridicule. Jean-Sébastien Vacon, moi je vous vois très très pensif.
J'écoute avec attention les propos de Robert. Voilà, effectivement, il y a sûrement beaucoup de choses qui pourraient évoluer. Alors, le problème de la CI et la requalification de là, effectivement, un véritable problème. Je rebondirais presque également sur la question aussi des certains conseils qui peuvent être donnés pour des étrangers qui vont réaliser des acquisitions par le biais de sociétés qui seront soumises à l'IS et qui vont conserver les biens pendant de années. Oui, et qui, au moment de la revente, au niveau de la plus-value, va avoir des conséquences désastreuses. 100%. Donc, et c'est les gens qui ne pensent pas traiter les clients. Et ça, c'est notre travail de prendre un pas en arrière et réfléchir ces problèmes en équipe. Et c'est pas parce qu'on a un avocat étranger qui prend ces nuances suffisamment détaillées en France. Et ça, c'est la raison. Je convoque le CNCGP, le CIF, le gestionnaire de fortune. On travaille dans le patrimoine de clients. On travaille pour faire les honoraires, de faire n'importe quoi. Travailler en équipe avec un notaire qui est qualifié, de faire avec une équipe, avec l'agence qui est qualifiée, pour moi, c'est fondamental. D'où l'intérêt. À partir du moment où un client étranger va solliciter un conseil extérieur, là où tu as entièrement raison, c'est que ce conseil extérieur doit obligatoirement avoir une maîtrise du système juridique français. Bien sûr. Sinon, ça ne sert à rien. Bien sûr. Et c'est pour rebondir un ou l'autre comme vous, qui comprend, qui enseigne, et votre point concernant IS, c'est super pertinent, et je suis 1000 fois d'accord. Il faut choisir les choses, et pour se trouver en IS, mais aussi les problèmes de plus-value. Les Britanniques, maintenant, ils doivent faire un représentant fiscal pour vendre le bien qui n'était pas avant. Il faut gérer tous ces problèmes. Et le notaire, vous êtes notaire, je n'ai rien contre un représentant fiscal ou l'autre, mais tout le notaire automatique tombe avec un que je nomme pas, et je considère notre intérêt de travailler dans l'intérêt de le client en honoraire, et pas juste le porte facile. C'est pour vérifier le plus-value, c'est de vérifier les choses proprement. Je pense qu'il faut aussi fluidifier le processus d'acquisition quand on passe que dans les pays anglo-saxons, en Australie et dans certains pays européens, en Espagne par exemple, entre la signature de la promesse et la vente définitive, c'est 1 mois, et qu'en France, il faut compter 4 mois. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour simplifier les procédures d'acquisition d'un bien immobilier. Oui, retourner en fait aux origines de notre droit, parce qu'en Espagne ou en Italie, ils appliquent finalement un droit qui est beaucoup plus proche du droit romain, qui était beaucoup plus pragmatique que ce que notre droit français a pu devenir. Oui, mais je suis en contradiction de un point. Oui. Non, tu ne peux pas être en contradiction avec moi. Je t'aime beaucoup, mais je dis la vérité. Il est quand même britannique. Oui, c'est notre britannique. Si on dit qu'on peut bloquer une affaire en France avec une offre d'achat ou une promesse ou un compromis, avec les clauses suspensives, dans un pays anglo-saxon, on doit clôturer le dossier pour ne pas perdre l'affaire. Donc, la France, ils sont un peu laxistes parce qu'on peut bloquer l'affaire pour 4 mois et arriver à terme. Ça, c'est la raison on est laxiste, parce que quand on a bloqué l'affaire, on a bloqué l'affaire. Un anglo-saxon ne peut pas signer son contrat s'il n'a pas fait son due diligence. Donc, il risque de perdre l'affaire s'il ne bouge pas très vite. C'est le même à New York. On veut acheter le tour. C'est plus facile d'acheter un tour à New York qu'il d'acheter une petite maison en France. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est le système de promesse de vente et offre d'achat. Pour moi, un acheteur, c'est le rêve. Un vendeur, c'est le cauchemar. Donc, et si on est vendeur, c'est compliqué parce qu'on est coincé avec les clauses suspensives et on peut même perdre l'affaire. Mais si on est acheteur, on a le choix. Est-ce que, Jean-Sébastien, tu vois ce point? Oui, tout à fait. Je te rejoins. C'est effectivement la différence entre le compromis de vente et la promesse de vente. Mais on peut arriver à ce résultat par le biais d'une promesse unilatérale de vente. Le cauchemar du vendeur, là, dans ce cadre-là, n'existe pas, puisqu'il existe une date butoir qui est fixée à 2 mois, 2 mois et 3 mois. C'est toujours 2 mois et demi, c'est pas voilà. 1 mois. Enfin, après, non, en règle générale, c'est plutôt 2 mois et demi, 3 mois. Après, s'il n'y a pas de conditions suspensives de prêt, s'il n'y a pas de droit de préemption de la mairie ou autre, les dossiers peuvent être plus rapides. Mais en règle générale, 2 mois et demi, 3 mois. Et il n'est pas faux que cette promesse de vente peut répondre, effectivement, est plus stricte au niveau des délais. Mais même le délai, il est 2 mois et demi. Oui, tout à fait. Mais en Angleterre, on peut acheter en 2 semaines, 1 mois. Oui, alors, je me permets de rebondir, je réfléchissais justement, j'écoutais depuis tout à l'heure. Il faut quand même prendre en compte que certes, le dossier, la durée de traitement est peut-être plus longue en France que dans d'autres pays. Et il serait peut-être intéressant, je n'ai pas les chiffres avec, mais de voir le nombre de vérifications qui sont faites dans le cadre des dossiers en France
le degré de protection des acquéreurs lors de l'acquisition et le taux de contentieux surtout qui peut exister derrière. Parce que faire réaliser des ventes vides, comme dans certains pays, effectivement, où ça va très très vite, où il y a peu de vérification, on se retrouve souvent avec des taux de contentieux post-vente qui sont largement supérieurs à ceux de la France. Alors, en contradiction avec toi maintenant, en Angleterre, on va faire un survey de le bâtiment. D'accord ? En France, c'est très rare de faire un survey un bâtiment. Et après, donc, on a deux problèmes différents. En Angleterre, on prend le surveilleur, on fait toute notre due diligence, pas par le notaire, mais par le surveilleur. Après, on peut attaquer le surveilleur en cas de litige. Mais en France, on fait le diagnostic. L'étranger ne comprend pas la différence entre diagnostic et survey. Il fait aucun CV, il achète et puis il doit replacer le toit et personne ne l'a dit. Et est-ce qu'il peut, André, attaquer le vendeur pour vice caché au Jean-Sébastien quand il fuite le toit et le vendeur n'a jamais rien dit? Je pense que le système du surveilleur est intéressant et qu'on devrait l'introduire, pas pour alourdir encore les procédures, mais faire un diagnostic du vent, ça me semble important. Bon, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui existe dans le cadre, il faut le reconnaître, c'est pas obligatoire dans chaque vente, notamment lors de la mise en copropriété d'un bien immobilier aujourd'hui. Sur un immeuble qui a plus de 10 ans, il y a un document qui s'appelle un diagnostic technique général qui doit être établi. Mais systématiquement, dans n'importe quelle vente entre particuliers, effectivement, ce n'est pas le cas. Et surtout, ce diagnostic-là ne va pas aussi loin que ce qu'on fait en Europe. Non, j'imagine. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand je donnais mon propos par rapport au taux de contentieux, par rapport aux pays étrangers, je n'avais pas spécifiquement le cas d'Angleterre, qui forcément est peut-être, comme vous le dites, bien. Pas simplement mais il y en a d'autres, pays où il n'y a pas cet audit technique qui est réalisé non plus. Hein, donc, oui. Mais n'oubliez pas qu'on a dit le contentieux, on clôture en quelques semaines, mais est-ce qu'il est faisable, si je suis un client, je veux vendre, j'ai André en agence, toi en notaire. Est-ce que vous pouvez préempter, aller vite si je trouve un acheteur, s'il n'y a pas une clause suspensive de crédit? Est-ce qu'on peut trouver une manière d'arriver à l'acte plus vite de 2 mois et demi? On peut passer directement à la signature de l'acte, oui, on peut aller plus vite. Après, mais comment on peut arriver de raccourcer légalement dans la manière aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire le taille hypothécaire quand je donne l'agence? Pour toi, Jean-Sébastien, si je te dis, je vais acter en 3 semaines, 4 semaines, comme en anglais, comment faire? Donne-moi le chemin. Le chemin, voilà, malheureusement, le chemin ne sera pas souvent praticable pour la simple et bonne raison que de la plupart des transactions, je parle de vente de maison ou d'appartement, on est souvent confronté au droit de préemption urbain, droit de préemption de la mairie. Mmh. Et ce droit de préemption de la mairie, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on appelle la carence et de la transmission en préfecture, etc., vraisemblablement, en règle générale, le notaire a besoin de 2 mois pour attendre l'expiration du délai pour passer son dossier. J'ai juste fait un dossier. Donc c'est 2 mois. J'ai dit, c'est la maison principale de la client, il m'a donné la préemption 4 semaines. Donc, moi, je dis, si j'arrive en lobbying avec les relations, etc., d'avoir la préemption papier, plus les SFL, j'ai en 3 semaines. Est-ce que vous pouvez acter comme en anglais en 4 semaines? La préfecture, en fait, dans ce cadre-là, ou la mairie, nécessite que de l'acquéreur, c'est le seul chemin, qu'il y ait un motif impérieux. A priori, c'est la seule chose. C'est un motif impérieux pour mais on parle pas de obliger à avoir une réponse. Non, pas Covid, motif impérieux. Une personne qui se retrouve à la rue, qui est obligée d'acheter rapidement, mais etc. Mais si on a papier, on a ce papier qui dit pas de préemption. Oui. Est-ce que je peux aller plus vite? À partir du moment où on a justificatif de l'absence de préemption, il n'y a pas de souci, on peut aller plus vite. Donc, si on a le moins clé, si on était en France, on peut concurrencer les Britanniques, mais on a besoin de résoudre ce problème de préemption. Et si notre point technique à éclaircir, c'est aux villes le problème de préemption, et vous pouvez acter en 4 semaines. Ça peut être réalisé dès lors qu'on a le retour de cette formalité, effectivement. C'est pas la seule. Hein. Oui, c'est ça. On va s'opposer à bien d'autres questions qui vont toucher d'ailleurs beaucoup plus au culturel qu'au juridique, je pense. Le sujet est trop vaste pour qu'on continue aujourd'hui et on ne manquera pas de se retrouver à nouveau pour beaucoup d'autres questions. Donc merci Jean-Sébastien Valcourt. Merci à vous. Merci André Périssel et merci Robert Anthony d'avoir partagé votre savoir et votre expérience avec nous. Merci à vous. Retrouvez les ondes de l'IMO avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement.
Suivez toute l'actualité de votre podcast Les Ondes de Limo sur les pages Facebook et Twitter d'Anne-Sandrine Di Girolamo.